Merci pour votre participation à ce nouveau webinaire, donc InfoRisque, un nouvel épisode. Il est midi de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Avec un sujet je pense qu'il devrait vous intéresser. Si vous êtes là, c'est certain, en finir avec la vigilance partagée. Alors, pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de retrouver Vincent Beau, voilà, pour une nouvelle saison. Alors, Vincent Beau, qui est créateur du cabinet Baster, reconnu socialement innovant en santé et qualité au travail. Alors, Vincent Beau a écrit un livre remarquable qui est La QVT, en finir avec les conneries, Mmh. et qui nous a servi finalement de fil rouge pour une série de webinaires, 14 si nous avons bien compté, sur le sujet des enjeux et des perspectives de la santé, de la qualité de vie au travail. Alors que je vous invite d'ailleurs à aller revoir, je dirais, sur le site d'inforisque.fr, et éventuellement sur l'ensemble de nos réseaux et sur les multi-supports donc on met à votre disposition gratuitement. Alors maintenant que nous avons ouvert la boîte de Pandore de la santé de la QVT et que vous avez plébiscité ces échanges, nous allons donc poursuivre ces rencontres mensuelles en 2024 avec Vincent Beau. Voilà. Eh bien, en tout cas, tout de suite, rentrons dans le sujet, rentrons dans le vif du sujet, sans langue de bois, comme toujours avec Mmh. Vincent quand même. Donc, qu'en est-il de cet élan de vigilance partagée qui a pénétré toutes les démarches sécurité structurées en entreprise? Représente-t-elle un atout ou un pis-aller à la prévention des risques professionnels? Eh bien, Vincent Beau, bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Voilà, après cette petite introduction, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, Vincent. C'est quoi ce concept déjà, peut-être en quelques mots, parce que pour bien situer le sujet, qu'est-ce que c'est que cette vigilance partagée? Eh ben François, je vais y répondre. Si vous me permettez, je vais juste mettre un préalable. Je vais souhaiter une très bonne année parce qu'on est le 29 janvier. À vous François et à tout le monde qui nous écoute. Je profite à la sueur du front de cette limite qui arrive demain, donc après-demain, pardon, du 1er février, qui nous permettra plus de le faire. Donc voilà, très belle année à toutes et à tous. Et le plaisir aussi que je veux réaffirmer, François, de repartir cette année avec vos équipes, parce que c'était un plaisir très fort l'année dernière, et savoir qu'il repart sur cette année ensemble, sur ces bases-là, me réjouit. Alors, la vigilance partagée, de quoi on parle? C'était votre question, François, c'est la meilleure, parce que vous connaissez l'adage, bien comprendre pour bien agir. La vigilance partagée, c'est un concept qui est né dans les années, enfin, allez, il y a 15-20 ans, pour le dire comme ça. Et voilà son objectif. Son objectif, c'est que chacun dans l'entreprise, chaque travailleur, veille à la façon dont les autres travaillent ou non en sécurité, et donc le plus souvent respectent ou non les consignes de sécurité. Donc l'idée, c'est ça, que même si ce n'est pas mon collègue, même si ce n'est pas un salarié de mon équipe, si je vois quelqu'un qui est dans une situation de travail qui ne respecte pas nos règles de sécurité ou qui ne travaille pas en sécurité, je dois intervenir. Donc c'est ça, en fin de compte, l'état vous voyez, l'état d'esprit premier de ce concept. Ce qui veut dire quoi? La surveillance du voisin ou la protection du voisin? On aurait pu l'appeler la surveillance partagée, mais vigilance, c'est quand même plus sympa. Donc, en fin de compte, ce concept-là, il suppose trois conditions pour pouvoir fonctionner. Bah, il faut déjà que je connaisse les procédures de sécurité, notamment, pour pouvoir être vigilant à ce que les autres doivent faire ou ne pas faire. Donc ça, connaître les procédures. Deuxièmement, accepter d'interpeller celui ou celle qui ne respecte pas ces procédures ou qui ne travaille pas en sécurité. Et évidemment, troisièmement, accepter la réciproque d'être interpellé. Donc par quiconque, hein, et donc pas seulement mon hiérarchique ou mes collègues. Donc c'est ça, en fin de compte, qui tient ce concept-là, qui s'est appelé donc pour cette raison-là, cette vigilance qu'on doit avoir les uns avec les autres, à regarder si le travail s'effectue en sécurité. Donc voilà ce que c'est que ce concept, François. Ce que je veux dire après, c'est que il est né des démarches zéro accident. C'est des démarches zéro accident qui se sont dit, ben voilà, on a sécurisé les machines, les outils, on en a déjà beaucoup parlé, François, on a sécurisé les personnes, on a leur a donné des équipements de protection et on a mis en place des procédures pour que des gens en sécurité travaillent avec des machines en sécurité. Donc, il faut qu'on maîtrise le dernier niveau, en fin de compte, de l'acte au moment où ils agissent et que ces respects des procédures ne soient pas du seul ressort de celui qui agisse, mais qui puisse bénéficier du regard de tous ceux qui l'entourent, quoi. C'est ça, en fin de compte, qui a créé hein, cet élan de vigilance partagée qu'on peut voir aujourd'hui se développer, qui s'est énormément développé.
C'est C'est un aussi, bon concept. Ce qui est un mais bon oui, concept. François. Mais oui, d'autant qu'il est appuyé par les neurosciences. Les neurosciences qui disent qu'elles ont mis le doigt sur les erreurs fatales du cerveau, même un cerveau entraîné qui fait des erreurs fatalement, donc qui peut commettre l'erreur malgré la consigne qu'il connaît. Les neurosciences qui ont aussi mis l'accent sur les angles morts de notre discernement, surtout quand on est dans l'action. Donc oui, c'est un concept qui, en soi, euh, est louable, voilà, par nature. On verra en pratique, mais en tout cas en théorie, il est louable. Et souvent, François aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est porté par une expression du Code du travail. Je dis une expression parce que ce n'est pas exactement comme le Code du travail est décrit, et écrit, pardon, que j'entends parler de cet article du Code du travail. C'est l'article L4122-1. Et souvent, donc, des gens avec qui je parle de cette vigilance partagée me disent, oui, me le citent comme tel. Ouais, mais il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celles et ceux qui l'entourent. Vous voyez, en citant cet article, et entre nous, François, en le citant pas exactement tel qu'il est écrit, on y reviendra tout à l'heure. Donc, en gros, c'est bien, prendre soin des uns des autres, s'assurer que personne ne va se faire mal. Qui va contester ça? On récupère un peu de code du travail pour dire en plus, ben, c'est une exigence qui est quand même quelque part un peu écrite. Donc, qui s'y opposerait en fait? Qui va s'opposer à ça? Ça va jusqu'à être inclus dans des démarches spécifiques. Par exemple, on a des entreprises qui mettent en place des visites managériales de comportement, des VMC, ou des visites managériales de sécurité, VMS, ou tous les autres acronymes qu'elles peuvent donner à cette façon d'envoyer des gens regarder d'autres personnes travailler pour s'assurer que le travail s'effectue en sécurité. Enfin, vous voyez, c'est pas juste dans l'air du temps et dans l'air des attitudes. Parfois, ça s'opérationnalise et parfois même, on demande aux gens de réaliser dans leurs entretiens annuels un objectif de résultat de temps de VMS, VMC, etc., pour s'assurer qu'elle est en marche, en fait, cette vigilance-là. Donc, en gros, qui s'y opposerait? En théorie, peu de gens. Qui s'opposerait à ne pas être vigilant à l'autre? Je veux dire, on ne va pas en trouver beaucoup, j'espère. Par contre, il y a quand même un point de débat, et c'est ce point de débat, moi, qui m'intéresse le plus, c'est que ça rencontre un grand succès. Et ce succès-là m'a interpellé, quoi. Ça rencontre un grand succès. Vous voyez, François, il y a des fois où je rencontre des préventeurs me dire, ah, tout ce qui nous manque dans l'entreprise, c'est cette vigilance partagée, c'est ça qui nous manque, on n'arrive pas à aller vers cette vigilance partagée. Oui. Et en fin de compte, ça rencontre un grand succès parce que pardon, ça s'adresse aux individus qui doivent être vigilants les uns par rapport aux autres, les individus en bout de chaîne, au moment où ils effectuent le travail. Et donc, ça ne s'adresse pas à l'organisation du travail. Et c'est là, à mon avis, que se situe, en tout cas, tout le débat qu'on a voulu porter ensemble dans ce webinaire. Vous l'avez dit dans votre introduction, est-ce que c'est le summum de la prévention, enfin, l'objectif ultime, que tout le monde soit vigilant tout le temps à tout le monde, ou est-ce que c'est un pis-aller, hein? C'est comme ça que vous l'avez formulé. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut poser le souci. Donc la vraie question, en fait, François, si vous me permettez de l'aborder comme ça, en tout cas celle que je me permets pardon, de vous poser, c'est cette vigilance partagée, qui, en fin de compte, doit être vigilant sur quoi? Voilà une question qui m'intéresse beaucoup. Qui doit être vigilant sur quoi? Si on va prendre dans sa globalité ce principe de vigilance partagée. Ben, il y a le plus souvent, voire tout le temps, deux carences majeures qu'on rencontre dans ces démarches-là. Et c'est les carences qu'on a dénoncées toute l'année dernière et depuis qu'on s'est mis à parler ensemble, depuis la sortie du livre, François. C'est que premièrement, eh bien, ces démarches de vigilance partagée ne regardent que la santé physique et le risque d'accident du travail. Donc, premier point de débat, et puis première carence, en fait, pour tout de suite le dire comme ça. On ne parle pas de la santé dans son ensemble. Mais François, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la santé dans ses dimensions physiques et mentales, dont on a maintes fois démontré qu'elles étaient indissociables. Donc, la santé mentale est complètement passée à l'as de ces démarches-là. C'est quand même intéressant, François. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout l'accent serait mis là et pas sur cette approche globale de la santé qui ne peut plus, ce n'est plus possible, faire l'impasse sur la santé mentale? Donc ça, c'est le premier point qui mérite voilà, d'être soulevé. Et le deuxième point qui pose souci, en fait, c'est elle ne s'adresse pas à la situation de travail
dans tout ce qui a produit cette situation, dans toutes les composantes qui ont généré cette situation de travail au moment où un électricien aborde un tableau électrique, au moment où un livreur doit faire sa livraison et au moment où un manager doit aller rencontrer son équipe. Voilà. Elle ne s'adresse pas à tout ce qui a concouru à produire cette situation de travail, c'est-à-dire l'approche globale des situations de travail qu'on a vues ensemble, François, c'est-à-dire dans toutes les quatre dimensions qui les composent, l'environnement technique de la situation de travail, ce que les gens ont pour faire leur travail, les outils, les produits, les locaux, mais aussi l'organisation du travail, les relations au travail et la conjoncture, la projection dans l'emploi. Elle ne regarde pas ces démarches-là, tout ce qui a concouru à se retrouver avec un individu en bout de chaîne qui pourrait ne pas faire ce qu'il aurait dû faire pour respecter les consignes de sécurité qui sont demandées, quoi. Et en cela, on est face à un concept qui est amputé. Il est amputé de la moitié de ce qui constitue la santé des personnes qu'il vise, et il est amputé de la réflexion en amont sur tout ce qui a produit cette situation-là. Alors, je ne dis pas, François, que toute personne qui ne respecte pas une consigne, à chaque fois, c'est un problème d'organisation, de relation et de projection dans l'emploi, oui, et que ça la déresponsabilise. Ce n'est pas du tout mon propos. J'ai dirigé des équipes et je sais qu'aujourd'hui, on a des gens qui, malgré tout, pour des raisons qui leur sont propres et indépendantes de l'organisation du travail, ne respectent pas la consigne. Ça, il faut le traiter comme des problèmes de personne. Mais le souci, c'est que ces démarches-là, ne regardant que le travailleur, la travailleuse en bout de chaîne, et n'abordant le travail et la santé que de façon partielle, appuie sur une dérive, en fin de compte, de la prévention contre laquelle je me bats depuis longtemps, c'est l'hyper-individualisation du risque. Ce qui veut dire quoi? On vise les défaillances de la personne sans jamais regarder les défaillances de l'organisation à hauteur de ce qu'on devrait la regarder. Et en Ouais, quelle est ça, la cause? Quelle est la cause qui a amené au problème en question? Parce que c'est un peu facile, si je vous comprends bien, Vincent, c'est un peu facile d'aller dire, bah oui, pourquoi tu fais mal quelque chose? Ou attention, enfin, de dire voilà, aux équipes, bah, attendez, soyez vigilants les uns vis-à-vis des autres. Mais quand c'est juste sur le moment où la personne va commettre enfin, quelque chose qui va à l'encontre des procédures, etc., alors qu'effectivement, il aurait peut-être fallu en discuter avant pour pas qu'elle arrive à cette extrémité. C'est-à-dire, en gros, si j'ai bien compris, c'est un peu too late. en Enfin, il faut fait, faire attention, le concept peut arriver, on est too late. c'est ça, François. En fait, pour être très précis, techniquement, on ne peut pas dire quelle est la cause, mais quelles sont les causes, hein, parce qu'on sait que toute situation de travail qui dérive, qui bascule ou qui peut basculer dans un accident de travail, c'est jamais une seule cause qui va exprimer cette situation et le risque d'accident, mais plusieurs causes. Donc, en fait, c'est où sont les causes et allons les chercher là où elles se trouvent toutes. Et pas que sur la personne au moment où elle effectue en bout de ligne, en bout de chaîne, en aval de l'organisation du travail, le geste le geste qu'elle doit faire. Vous voyez, euh, je reprends votre expression, c'est un peu trop facile, vous avez dit. Ben, c'est vrai que c'est un peu trop facile de dire à quelqu'un, même s'il faut le faire. Ouais. Écoute, là, tu respectes pas la procédure qui est là quand ce quelqu'un n'a pas été complètement formé ou n'a pas les compétences nécessaires pour agir à son poste parce qu'il nous manquait quelqu'un et qu'on a pris quelqu'un comme on pouvait pour faire le travail qu'on lui a demandé. Ça, c'est, oui, ça, c'est évidemment une vigilance qu'il faut avoir au dernier moment. Mais vous comprenez que si tous les jours cette personne-là, elle va pas être formée le lendemain pour faire mieux le geste qu'on lui a reproché la veille, et si on ne met pas en place les conditions pour que il ou elle puisse travailler dans les conditions qui permettent de préserver sa santé physique et mentale, on n'a pas fini de faire de la vigilance à tout moment pour compenser, pallier les défaillances d'une organisation qui n'a pas permis que ça se fasse bien. Donc, c'est trop facile, c'est tout à fait vrai, mais surtout, presque, j'allais vous dire, c'est pas juste, quoi. Ça pète le sens du message de la prévention. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut, à votre avis, comment est-ce que peut accueillir une personne, par exemple, hein, François, qui est soumise à une surcharge de travail chronique, qui est obligée de bosser plus que ce qu'elle devrait bosser et de taper dans ses équilibres personnels. Comment est-ce que réagit une personne qui est soumise à des injonctions paradoxales? Je sais que vous avez fait un webinaire là-dessus, où on lui dit d'un côté, il faut que tu te déconnectes, et de l'autre, elle ne peut pas parce qu'elle a juste trop de boulot pour ne pas se déconnecter quand elle est en repos chez elle, quoi. Comment est-ce que cette personne-là, qui vit cette surcharge chronique de travail, qui vit ces injonctions paradoxales, qui vit ces ordres contre ordres, qui vivrait des situations de travail dégradées, des conflits entre les services qui l'empêchent de bien bosser, comment est-ce qu'elle réagirait quand, en descendant de la cantine, elle ne tient pas la rampe et que quelqu'un lui dit: hé, là, tu fais pas ton boulot, la santé, c'est une priorité pour nous, tu ne tiens pas la rampe d'escalier? Comment est-ce qu'elle réagit quand, en plus, on vient la coller au dernier moment du dernier geste qu'elle n'a pas fait?
Eh ben, c'est là, en fin de compte, où le message qui est porté par ce concept, qui est, voilà, on est tous vigilants parce que ben, il faut qu'on fasse tous attention à ne pas se faire mal au boulot, il explose. On protège les gens des atteintes à leur santé qui pourraient arriver si ils n'effectuaient pas le geste comme on voudrait qu'ils le fassent, sans évoquer toutes les situations de travail qui leur font déjà mal et que personne ne règle. Et c'est là où vous pétez le sens. C'est là où, quelque part, ces démarches viennent appuyer là où ça fait mal à la prévention et où elles ne créent pas d'adhésion, in fine, parce qu'elles ne traitent pas le problème à tous les niveaux avec la même influence. OK, certes, en aval, comme on le dit, personne ne contestera qu'au moment de réaliser la tâche, c'est bien d'avoir quelqu'un qui regarde si ça se passe bien, mais tout autant et avant, en amont, quoi. La vigilance partagée, François, pour le dire comme ça ne peut pas être les soins palliatifs d'une organisation qui déconne et qui n'est pas régulée en amont. Et on ne peut pas mettre toute l'influence sur l'aval et les gens qui sont dans la phase terminale de l'action sans mettre la même importance, sans mettre le même élan, sans mettre la même intensité sur la régulation du travail au moment où on l'organise et au moment où il s'effectue dans toutes les composantes qui sont les siennes, la technique, l'organisation, les relations et la projection dans l'emploi, au regard d'une santé qui doit, et non pas qui peut, on l'a tellement dit, François, ensemble, qui doit, et non pas qui peut, considérer à égalité de traitement, d'après l'article 41-21 du Code du travail qu'on connaît par cœur maintenant, la santé physique et mentale. Si vous faites Bah, d'un autre l'abstraction de la côté, santé mentale, Vincent, quelque part, on pourrait aussi, dans la vigilance partagée, être attentif quand on dit bonjour à un collègue, mais de peut-être essayer de savoir si derrière le oui, ça va, il y a quelque chose qui va vraiment ou pas. Est-ce que ça va? Parce qu'on pourrait l'inclure finalement dans cette vigilance partagée. je suis d'accord, François, sauf que là, on récupère aussi, et moi je vous rejoins, on récupère aussi un état. S'il vous dit ça va pas, on est d'accord, et heureusement qu'on le récupère, donc évidemment. Mais ce qui serait bien avant de lui dire bonjour et voire après lui avoir dit bonjour, c'est d'aller lui demander tous, dans une organisation structurée, d'une démarche structurée qui mette le salarié au centre, qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche de bien faire et de bien vivre notre travail? L'exercice du bonjour, vous avez tout à fait raison. Ce serait une vigilance partagée sur sa santé mentale, pour le dire comme vous l'induisiez, et vous avez raison. Et ne pas rien en faire. Mais souvent, enfin, il y a beaucoup de gens qui se soucient de comment les autres vont autour de lui. Je veux dire, l'indifférence généralisée, ça n'existe pas. Il y a des poches d'indifférence qui sont insupportables, mais il y a beaucoup de gens qui se soucient de comment les autres sont autour d'eux. Voilà. Seulement, l'immense problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'action. L'immense problème qui se pose, c'est la réponse par rapport aux besoins qui s'expriment et qui ne sont pas satisfaits. Et l'absence de réponse crée du silence. Un silence qui fait perdre le sens de toute démarche qu'on pourrait vouloir revendiquer comme étant l'expression de la santé au travail comme une priorité de l'entreprise, alors que dans les faits, ça n'est pas le cas. Et vous voyez, le dernier point sur lequel, François, moi, je veux insister, c'est que parfois, j'entends ce concept de vigilance partagée induire une notion de co-responsabilité. Et ça, c'est un énorme sujet politique et technique, mais vous voyez, politique et technique de la santé au travail. C'est de dire, OK, moi, je peux être, enfin, je suis, OK, responsable de la santé physique et mentale des travailleurs en tant qu'employeur, OK, mais eux aussi sont responsables. Et oui, il y a cette volonté de remettre à égalité de responsabilité celui qui organise et celui qui reçoit. Voilà, cette organisation-là. Et ça, c'est juste pas possible que d'aller vers cette notion-là. Il y a des courants de pensée, il y a des courants de lobbying qui poussent vers ça. Oui, mais c'est juste pas possible. Et c'est juste pas possible, d'autant plus quand on invoque, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est un débat que j'ai eu il n'y a pas longtemps, quand on invoque le Code du travail pour le justifier en disant bah, il y a bien co-responsabilité, puisqu'il y a ce fameux article qui dit que le salarié, le travailleur, pardon, prend soin de sa santé et sécurité ainsi que celle des autres. Sauf que bah, le dernier article de ce L41-22-1 qu'on oublie, voilà, mais que je recite, j'en profite, euh, explicitement indique que cette notion de prendre soin de sa santé et sécurité ainsi que celle des autres qui sont concernés par ses actes ou ses omissions, déjà, ce n'est pas n'importe quels actes, eh bien, cette notion
doit être sans incidence sur le principe de responsabilité de l'employeur. C'est écrit en toute ligne, c'est le dernier alinéa de cet article qui parfois, pour des raisons de mémoire, on va dire, n'est pas suffisamment rappelé. Donc voilà, ça nous amène à cette troisième question, c'est OK. Oui, parce qu'après, il faut savoir après qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Parce que finalement, on a vu les risques un peu de dérive. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir un peu comment on peut, je dirais, bien l'utiliser. Bon, c'est ça, François. Comment bien l'utiliser? On va dire ça comme ça. Il faut qu'elle trouve sa juste place. Il faut qu'elle trouve son juste sens, en fin de compte, cette approche-là. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'avais quelqu'un qui m'a dit, ah ben, moi, je suis dans mon entreprise et ils ont mis en place des acteurs qui étaient présents dans l'entreprise, un qui était sur une échelle, je crois, un autre qui était sur une bagnole en train de charger son toit, etc. Exprès, sans protection, exprès dans des situations dégradées. Et ils mesuraient le nombre de gens qui passaient à côté et qui les repéraient, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? On réunissait tout le monde en disant, ah ben, vous avez vu, il n'y a qu'un salarié sur 10 qui a réagi quand la personne était dans cette situation-là, qu'un salarié sur 10 qui a réagi quand il n'a pas tenu la rampe, quand elle n'a pas tenu la rampe, etc. Et donc, c'est très culpabilisant quelque part, même si ça dit des choses, hein, c'est très culpabilisant de tous ceux à qui on dit bah, vous n'avez pas réagi, il faut réagir. Or, ce manque de réaction, ce n'est pas que parce que les gens ne sont pas vigilants. C'est aussi l'expression, parfois, souvent, dont il faut en tout cas se prémunir, l'expression d'une certaine résignation à accepter que les gens travaillent dans des situations dégradées, peut-être parce qu'eux-mêmes le sont et que c'est comme une façon que l'entreprise n'a pas réussi à maîtriser, de s'assurer le plus possible, c'est jamais à 100%, que la santé au travail physique et mental soit l'objectif premier d'une organisation de travail vue globalement, qui fait tout pour que sa productivité, sa performance ne se fasse pas au détriment de ses équilibres de santé physique et mentale. Donc, comment faire en fait pour lui donner sa juste place? Comment faire pour lui donner, après j'allais dire, sa juste puissance, quoi. Ben, en fait, François, moi je parlerais d'exemplarité. Je pense que l'exemplarité de l'entreprise dans la vigilance qu'elle accorde dans les faits aux situations de travail de ces travailleurs, vues globalement dans toutes leurs composantes, sur leur santé physique et mentale, elles aussi, vues globalement, je pense que l'exemplarité de l'entreprise dans la vigilance qu'elle porte à ce que son organisation du travail, vue globalement, n'atteigne pas la santé physique et mentale de ses travailleurs, vue globalement, c'est la condition de réussite d'atteinte de l'exemplarité qu'elle attend de ses travailleurs les uns auprès des autres. C'est comme une espèce de symétrie des attentions qu'un travailleur Et on puisse mène dire. l'exemple, on apporte l'exemple par le haut et on n'attend pas qu'il se passe en bas. Enfin, en bas, non pas que ce soit pas un mot péjoratif je dirais, de ma part, mais Non, mais en tout effectivement, cas, au bout de chaîne. en bout de chaîne, on attend, oui, il ne s'agit pas de juger toujours celui qui est au bout et qui tient le marteau. Peut-être il faut remonter et de savoir un peu comment celui qui va lui piloter la tâche ou lui donner les consignes va avoir pris soin de celui-là. Mais en fait, c'est ça, François. Et vous voyez bien, je ne peux pas, sans une approche globale de la santé physique et mentale, sans une approche globale du travail, je ne peux pas lui donner le juste sens et la juste place et la juste efficience qu'elle pourrait avoir chez moi. Je ne peux pas. Et pour le faire, ça, on l'a vraiment vu ensemble, si on veut que cette démarche dans mon entreprise, qui approche globalement la santé physique et mentale à équivalence de traitement, et approche globalement les situations de travail dans toutes les composantes qui sont les leurs, eh bien, je ne peux pas atteindre cet objectif-là si je n'écoute pas mes travailleurs. Il ne peut pas y avoir de vigilance partagée sur la santé physique et mentale s'il n'y a pas d'écoute des travailleurs. Et comme on l'a aussi beaucoup vu ensemble, donc quand je dis écouter les travailleurs, souvent les gens pensent écouter les problèmes qu'ils ont, mais c'est un raccourci injuste. Écouter les travailleurs sur les problèmes qu'ils ont pour bien faire et bien vivre leur travail, oui, mais sur les solutions qu'ils ont pour mieux faire et mieux vivre leur travail, tout autant, quoi. Et c'est ça le premier élan qu'il faut donner dans l'entreprise, quitte à consacrer des moyens. Le premier élan, c'est d'aller à la source, réguler les situations de travail dont on sait aujourd'hui qu'elles déconnent, qu'elles atteignent à la santé physique et mentale des travailleurs, pour ensuite, une fois que ce travail est engagé, on ne va pas attendre qu'il soit terminé, pour ensuite se mettre à faire cette vigilance partagée, oui, mais une fois qu'il est visible, une fois que les salariés, les travailleurs voient que, pour de vrai, j'allais dire, dans les faits, il est fait cas des problèmes qu'ils remontent pour pouvoir trouver avec eux des solutions, c'est là où elle trouvera sa juste place
Et son efficience est tout son sens. Écouter avant d'observer, agir en amont plutôt que d'agir en aval. Voilà. C'est ça, les deux clés, si elles sont cochées, écouter avant d'observer, agir en amont avant d'agir en aval, agir sur l'organisation d'abord pour ensuite agir sur les individus. C'est en s'y prenant dans le bon sens qu'on lui donnera la bonne efficience. C'est-à-dire que dans l'exemplarité, si je vous ai bien compris, Vincent, quelque part, on parle que chacun doit être bienveillant, parce que c'est une œuvre, quelque part, d'être bienveillant vis-à-vis de ses collègues, en regardant qu'ils ne soient pas dans une situation à risque. Et on demande finalement, l'entreprise doit, cette exemplarité doit se montrer bienveillante de la même manière, ou c'est Oui, pas c'est le vrai, François, sujet. mais je me méfie de cette bienveillance qui est un petit peu tarte à la crème, quoi, parce que ça fait appel à des qualités C'est humaines, un la peu ça bienveillance. auquel je pensais en même temps. Voilà, c'est un peu tarte à la crème. Non, c'est pas que de la bienveillance, c'est de la maîtrise des risques d'atteinte à la santé physique et mentale, qui est l'exercice même de la responsabilité de l'employeur. En fait, c'est ça. Alors évidemment, il ne faut pas de malveillance, je veux dire, pareil, qui va contrer la bienveillance. Mais la bienveillance comme une qualité humaine individuelle, c'est une chose. On va le dire ça comme ça, François, ça n'existe pas comme association de mots, mais la bienveillance organisationnelle, c'est quoi? C'est-à-dire la mise en acte de la préservation de la santé physique et mentale des travailleurs par une démarche qui voit le travail dans sa globalité et donc avec eux et non pas sans eux ou pour eux. C'est de ça dont il s'agit. C'est d'un projet d'entreprise dont il s'agit. Et c'est le projet qu'attendent aujourd'hui tous les salariés. Vous voyez, on ne peut pas laisser des gens dans des situations de surchauffe de travail, dans des situations de dégradation des relations au travail qui ne sont pas régulées par le management. Et quand je dis les gens, je passe manager inclus, hein. On ne peut pas laisser ça d'un côté et de l'autre demander une vigilance partagée. Ça ne fait pas sens. Ça va à contresens complètement de l'engagement qui pourra être le leur dans la démarche que lui propose l'entreprise. Avec ça, je pense que ça nous ouvre quand même des portes et au moins des réflexions, comme toujours, parce que effectivement, bon, ma dernière question était un petit peu, bon, c'était savoir si on était dans le monde des bisounours ou pas, mais enfin, donc vous êtes toujours pas dans le monde des bisounours, Vincent. Merci de rappeler quand même qu'on parle quand même souvent ensemble, d'ailleurs, de performance de l'entreprise, donc on est bien Hmm. dans la vie réelle de l'entreprise. C'est pour ça, et c'est Euh, pour ça, François, que pour l'être et pousser à l'être et instaurer en fin de compte cette capacité à être, c'est pour ça, notamment, que je ne vais pas refaire le speech, mais que je me permets de reciter que l'importance de l'écoute dans la réussite d'une démarche santé au travail, la condition que l'écoute des travailleurs représente pour atteindre leur santé physique et mentale, c'est pour ça que j'ai proposé d'inscrire l'écoute comme premier principe général de prévention. Et c'est pour ça aussi, on en a parlé aussi ensemble, que j'ai lancé, à travers une fondation que j'ai créée, un grand projet où on va inviter 1000 entreprises à démontrer que cette santé physique et mentale prise globalement, abordant le travail avec les salariés, les situations de travail vues globalement, apportera exactement ce que vous disiez, la performance dont les entreprises ont besoin aujourd'hui, dont, pour particulier, parce que ça ne se résume pas à ça, mais dont, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, l'attractivité qui doit être la leur face aux exigences nouvelles des travailleurs qui veulent y contribuer. en gros, ça va permettre de répondre à la question pourquoi ne le fait-on pas, quoi. Parce que là, on aborde plein de sujets, mais finalement, ces sujets-là, en gros, c'est la preuve à travers 1000 entreprises. Donc ça, c'est trop tôt peut-être pour en parler, ou En on tout cas, donne c'est un tout frais. rendez-vous au prochain Ouais, ouais, qui ouais. suive InfoRisque et on va en reparler ensemble. C'est tout frais. On vient de valider au comité de pilotage de cette fondation que j'ai créée donc l'année dernière. On vient de valider le référentiel qu'on va proposer aux entreprises parce que je crois profondément que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'employeurs et poussés ou pas d'ailleurs par les travailleurs, les représentants, les préventeurs qui sont les leurs, quoi, veulent aujourd'hui aller sur un autre chemin. À ce qu'on se disait ensemble, François, c'est à faire ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. C'est pas en s'entêtant, c'est pas en s'obsédant sur des démarches sécurité qui sont obsolètes aujourd'hui, puisqu'elles ne travaillent pas, elles n'abordent pas la santé physique et mentale à équivalence. Ce n'est pas en continuant à hyper individualiser les risques qu'on va obtenir de nouveaux changements, de nouveaux résultats sur ce qui doit être l'attendu des travailleurs quand ils vont au travail, quoi. Donc voilà,
Peut-être On juste un est... mot, parce qu'avant de passer aux questions quand même, parce qu'il faut qu'on aille, le temps file comme d'habitude et trop vite avec vous, Vincent. Le nom de cette fondation? Alors, je vous le donne en prime, voilà, ça va être, ça va pas vous surprendre. On l'a appelé la fondation Projet 4121. D'accord. Donc là, elle est toute fraîche. Tout est les statuts sont là, évidemment. On s'est réunis, etc. Mais il n'y a même pas encore de site internet. Enfin, il n'y a rien. Si jamais des gens voulaient savoir ce que c'est, ils ne trouveront rien parce que c'est jeudi dernier où on a validé le référentiel du projet de recherche qu'on veut proposer pour toute entreprise, toute taille, tout secteur d'activité en France, que de s'engager à intégrer dans son management ces exigences-là, hein, ces attentes-là, ces composantes-là, et pour démontrer ensemble à quel point les entreprises, elles ont tout à y gagner. Pour ce projet 45-21, 41-21, je vous propose quand même, Vincent, à ce moment-là, c'est de nous laisser un petit article et puis on pourra vous publier un petit article quand même dans nos actus. Et Voilà, puis c'est comme trop ça, sympa, François. voilà, nos lecteurs assidus pourront venir sur inforis.fr et regarder un petit peu ce qu'il en est de ce projet. Tout de suite, sans tarder quand même, il faut quand même venir à nos questions. Alors, pour rappel, alors pour les gens qui sont par contre sur le live avec nous, vous avez un petit panneau en bas qui est Q et R, donc questions et réponses. Allez-y, ne vous gênez pas. Alors, la naissance vient aussi de la compréhension des neurosciences. Naissance, pourquoi naissance? Euh, la naissance vient aussi et surtout de la compréhension des neurosciences. Je pense que c'est concernant aussi cette vigilance partagée que ça viendrait à l'origine des neurosciences. En fait, je l'ai Vincent. cité en introduction, hein, François, c'est que Oui, le oui. concept de vigilance partagée, il a été appuyé par des recherches en neurosciences qui ont démontré, hein, je l'ai cité comme ça, qu'il y avait les erreurs fatales du cerveau que toute personne, même compétente, même sachante, même dans des habitudes de travail, commet, vous et moi. Et qu'il y avait aussi les angles morts du discernement au moment de l'exécution de l'acte, qui font que ben, le discernement des autres peut aider à celui qui peut nous manquer, ce qui est très centré sur la personne. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle ce concept de vigilance partagée s'est beaucoup développé. Et quelque part, on ne peut pas remettre en cause ces fondements-là, on les connaît d'ailleurs, hein. Mais ce qu'il faut remettre en cause, c'est le fait qu'ils prennent le pas sur la vigilance partagée, sur l'organisation du travail, comme on l'a dit ensemble. Alors, une question d'Hervé. Alors, une bonne pratique, le MAS pour soi et pour ses collègues. Minute arrêt sécurité, hein, le MAS, MAS, hein, minute arrêt sécurité, voir l'approche du MAS qui va faire de sorte qu'après le stop, on va alors se poser les bonnes questions avec ses collègues et sa hiérarchie. Oui, ok, c'est pareil, c'est ce qu'on s'est dit, quel que soit le nom qu'on donne, le MAS, le stop. J'ai entendu un collègue qui m'a dit la semaine dernière, on vient de lancer une démarche best friend ou meilleur ami ou meilleur copain pour que mon meilleur copain fasse attention à moi et qu'on devienne encore meilleur copain. Tout ça, ça relève de la même chose. Mais un stop, un MAS, un best friend, un je ne sais quoi, dont il sera utile d'avoir la contribution au moment de l'exécution du travail, on ne peut pas mettre tout l'accent là-dessus en entreprise, les moyens là-dessus en entreprise, la communication là-dessus en entreprise, sans avoir précédemment et avec au moins autant d'intensité agi sur l'organisation du travail, les relations au travail, la projection dans l'emploi et l'environnement technique pour s'assurer qu'il n'y a rien qui puisse ou qui blesse déjà les personnes dans leur santé physique et mentale. Voilà. Donc, si vous voulez, il est important de parler beaucoup plus de ce qui doit se faire en amont avec les travailleurs que de les laisser seuls face à ce bout de chaîne de l'organisation qui n'est pas régulé trop souvent, je ne dis pas tout le temps, mais trop souvent, se débrouiller avec, faire attention à ceci et cela en trouvant des noms qui sont tous plus marketés les uns que les autres, quoi. Que je sois bien compris, il ne s'agit pas de plus le faire, il s'agit de le faire au bon moment, au bon endroit et de la bonne façon. Voilà. On est d'accord. Alors, Sacha, qu'est-ce que nous dit Sacha? Bonjour. Comment amenez-vous auprès des salariés le fait que cette vigilance partagée n'est pas à faire en plus de son poste, mais que cela fait partie de la fonction? Merci et merci à vous, Sacha. Ce qui fait partie de la fonction et ce qui devrait faire partie de la fonction de chaque travailleur, c'est de participer à une démarche où
tout ce qui peut l'empêcher de bien faire et bien vivre son travail, que ce travailleur soit un salarié non manager, que ce travailleur soit un manager, que ce travailleur soit un intérimaire, que ce travailleur soit un stagiaire, quel que soit son statut, reçoive de l'entreprise qu'il aura organisée, parce que c'est sa vision, une démarche qui va écouter les problèmes qu'ils et elles ont à bien faire et bien vivre leur travail pour, en fonction de leur niveau de gravité, d'intensité, chercher avec eux les solutions qui vont les régler au cœur de leur travail réel, dans toute leur situation de travail. C'est ça qui devrait faire partie, à part intégrante, du travail de chacun et de chacune. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas parce qu'ils sont défaillants eux-mêmes, c'est parce que l'organisation et la culture de l'entreprise ne s'est pas élevée à ce niveau-là. Soit il n'y a pas de culture qui concerne la santé sécurité au travail, soit il y a une culture sécurité qui fait l'abstraction de la santé mentale et donc qui est aujourd'hui obsolète, soit il y a une culture de la santé au travail qui s'est établie et qui a compris que ça devait se faire. C'est ça, en fin de compte, le premier sujet. Et vous ne pourrez pas inclure, pour reprendre cette question-là, hein, vous ne pourrez pas inclure avec plein de sens, avec une envie voilà, de vigilance partagée, vous ne pourrez pas inclure ça dans ce qui fait partie du travail si le préalable dont on vient de parler n'y est pas, en fait. Parce que ça voudrait dire que tout relèverait de la seule défaillance des individus en bout de chaîne de l'organisation du travail, ce qui n'est pas efficient. Et d'ailleurs, hein, vous ne trouverez pas de programme de formation des grandes institutions de prévention comme l'INRS à la vigilance partagée. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard parce qu'on sait qu'ici, il y a une dérive possible. Et c'est ça que je veux souligner. Donc, il ne s'agit pas, je le répète, parce que parfois, on caricature un peu vite mes positions, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je dis, pour que ce soit bien, il faut que ce soit fait après avoir posé cette question essentielle. Qu'est-ce que nous avons fait pour que dans le travail qui est organisé et qui va s'organiser ces projets, qu'est-ce que nous avons fait pour que la santé physique et mentale des travailleurs, dans tout ce qui concerne leur situation de travail, soit au plus haut niveau possible, et donc que ce soit fait avec eux et non pas pour eux ou sans eux. Alors, une question donc de Jean-Pierre. Suite à des burn-out, malgré mes alertes, comment les faire passer en AT? Car on me répond que les problèmes personnels ne pourront pas être concernés. Alors, je vais prendre cette question-là. La personne s'appelle comment, François? Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, on ne peut pas répondre à cette question-là comme ça. Mais je veux profiter de votre question pour vous dire ça. Dans une très grande entreprise qui est complètement piquée jusque dans les veines hein, de sa culture par une culture sécurité, démarche zéro accident, j'ai un salarié de cette entreprise-là qui m'a dit exactement ça, en fait. Et qui m'a dit, ça fait plusieurs fois que j'émets des alertes, c'était sa charge de travail, lui particulièrement. Ça fait plusieurs fois que j'émets des alertes sur ma charge de travail qui me fait plonger dans mes ressources, qui m'épuise totalement. Ça fait plusieurs fois que j'émets des alertes qui ne sont pas écoutées. C'est la démonstration par la preuve et très malheureusement, cette personne-là a franchi en fin de compte les limites de sa résistance et est tombée en syndrome d'épuisement professionnel et gravement, hein. Dans cette même entreprise qui scandait la vigilance partagée à tous les étages et à tous les accueils des nouveaux embauchés et à tous les teams, les briefs, débriefs et à toutes les causeries sécurité. Vous voyez, c'est horrible en fait de voir à quel point on peut nier une partie de la santé d'une personne en s'essentialisant sur l'autre, quoi. Donc, en fait, Bernard, je ne peux pas répondre à cette question. Comment déclarer en tant qu'AT? Vous ne pourrez pas déclarer un burn-out en tant qu'AT. Si je peux donner un tout petit élément hein, de savoir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'un accident du travail, c'est une action violente et soudaine. Et un burn-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel qui s'est installé dans le temps, le plus souvent, voilà, dans une dégradation chronique de votre situation de travail. Pour autant, vous pouvez tenter de faire une reconnaissance si vous êtes, si vous satisfaisez à des conditions très restrictives, hein, c'est comme ça, mais une reconnaissance en tant que maladie professionnelle, non pas auprès de la CEPAM parce qu'elle n'a pas de tableau de reconnaissance des maladies professionnelles qui concernent les affections psychiques professionnelles. C'est comme ça, c'est hyper éloquent sur ce qu'on se dit, François, c'est-à-dire cet aveuglement sur la santé mentale dont on a déjà beaucoup parlé, mais malgré tout, qui peut ouvrir sous certaines conditions, et c'est vous, ce sera à vous d'en être à l'initiative, l'examen de votre dossier auprès de la commission régionale, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et d'ailleurs, c'est dans ce comité-là que le plus
de troubles psychiques d'origine professionnelle sont reconnus. Donc, c'est cette voie-là, en fin de compte, qui est la seule qui peut, à part les tribunaux, hein, être une voie de reconnaissance de votre état et des origines professionnelles de votre état de santé, hein. C'est un chemin qui est tortueux, qui est complexe, mais qui malgré tout existe et qu'il ne faut pas se priver de solliciter. Alors, Marc, avez-vous des exemples d'entreprises qui ont déjà mis en place cette écoute des travailleurs en même temps que la vigilance partagée? Ont-elles de meilleurs résultats? Eh bien, la réponse est oui. Et je vais vous donner Alors, quand on désigne une entreprise, je peux vous dire, elle devient la cible, quoi. Il suffit que vous disiez, cette entreprise, elle l'a fait pour que tout le monde aille voir cette boîte. Et comme vous le savez comme moi, François, les sciences sociales, c'est jamais binaire. Vous allez toujours trouver des gens qui ne sont pas contents et qui auront raison, hein. Enfin, en tout cas, leur raison de ne pas l'être, quoi. Et vous direz, il a dit que c'était bien là, et moi je connais quelqu'un, il dit que c'est nul, etc. Ça m'est déjà tellement arrivé que plus personne n'ose, en fin de compte, dire qu'il fait des choses bien. C'est la meilleure façon de se faire battre. On est comme ça, c'est dingue, hein, mais c'est comme ça. Donc, malgré tout, pour le dire comme ça, euh, j'ai été contacté par un grand magazine, par François Desriot et le grand magazine de santé au travail qui s'appelle Santé au travail, pour me poser exactement cette question. Et la question, c'était, connaissez-vous non pas une entreprise qui a mis ça au cœur de son management, cette écoute des travailleurs, voilà, au cœur du management de toutes les situations de travail, c'était connaissez-vous une entreprise qui l'a fait et qui accepterait qu'on en parle. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, les entreprises qui se mettent à dire nous, on fait un truc pas si mal, se retrouvent souvent, ben, par ce biais de celui ou celle qu'on va aller chercher pour pouvoir se dire je suis tellement pas content de cette boîte que je vais la dézinguer, se retrouvent souvent plus attaqués après qu'avant. Ce qui est quand même dingue, hein, mais c'est le cas. Eh ben, il y a une entreprise que j'ai trouvée tellement courageuse qui a dit, eh ben, moi, je suis prête à. Puisque la question du magazine Santé au travail, c'était d'envoyer un journaliste d'investigation. Pas quelqu'un qui, en distance, va prendre trois témoignages de trois personnes bien choisies. Donc d'aller envoyer un journaliste c'était une journaliste d'investigation dans une entreprise que j'aurais pu trouver comme répondant à cet élan qu'elle a su mettre en place chez elle. Et ils y sont allés. L'entreprise consciente des risques pour sa réputation, l'accès qu'on va donner peut-être, hein, à la parole des mécontents plus qu'avant, etc. Et puis le fait de vouloir tout battre à plat, quoi. Eh bien, elle a dit oui et cet article est sorti et je vous invite à regarder le dernier numéro de Santé au travail qui en fait la promotion. Et après cette investigation de plusieurs jours, Mais alors, on veut le nom de l'entreprise, alors, si c'est vous irez le publié. voir, vous irez le voir. Je fais exprès de pas le donner, oui. Vous irez le voir, ceux que ça intéresse. Et après 3 4 jours à rencontrer par cette journaliste-là les dirigeants, les représentants du salarié, les travailleurs, les saisonniers, le médecin du travail aussi, quoi. L'article qui est sorti montre que c'est possible, que ce n'est pas parfait, mais que ça existe et que ça produit des résultats à tous les étages, y compris sur la réputation de l'entreprise. Alors, une question de Jean-Marie. Comment pallier aux salariés qui se mettent eux-mêmes la pression par souci de bien faire, alors que le manager leur dit de stopper l'intervention lorsqu'ils ne sont pas en sécurité? Ben, en fait, oui, on a des gens qui se mettent la pression parce que ben, les gens veulent bien faire leur boulot. Les gens tiennent à bien faire leur travail. C'est quelque En chose général, qu'on oublie c'est souvent. ceux-là d'ailleurs qui sont les plus impactés. En général, Ben, sur les peut-être, mais RPS, en tout ce cas, sont les plus impactés. Mm. c'est vrai, Mm. mais c'est la majorité des gens au travail, François. C'est la majorité des gens que nous sommes à se parler là dans ce webinaire. C'est la volonté de bien faire notre boulot. Et il suffit pas de dire aux gens, si tu es en insécurité, ne fais pas ton travail, c'est ignorer en fin de compte tous les déterminants, tous les enjeux de la situation de travail à ne pas faire ce qu'on nous a demandé de faire, par exemple livrer le client. Oui, je vais vous citer un exemple pour pouvoir l'illustrer. J'ai travaillé avec des livreurs dans Marseille. Bon, les consignes de sécurité sont celles-ci. Ne jamais livrer sans s'être garé sur une place réservée. On ne stationne pas sur la chaussée. Vous imaginez les risques, quoi. Ça, ce sont les consignes. Voilà. Et on donne aux livreurs le choix, enfin, la tournée qui est la leur, quoi. Et on leur demande de respecter tout le code de la route, bien sûr. Donc, vous pourrez lui dire, à tous vos livreurs, hein, vous pourrez leur dire du matin au soir, surtout,
respectez les consignes. Et si vous êtes en insécurité, ne faites pas le travail. Vous imaginez la gueule des livraisons si les gens, en particulier à Marseille, moi qui habite à Marseille, se mettent à chercher 20 minutes une place de stationnement digne de ce nom pour faire les 10 livraisons, 12 livraisons, 20 livraisons, 30 livraisons qu'ils ont à faire dans la journée et revenir le soir en disant bah, j'ai pu en faire que la moitié parce qu'il n'y avait pas de place, parce que je suis tombé sur un bouchon. Vous voyez ce que je veux dire? Et Oui. là, soit vous dites, c'est toujours la même chose, soit vous espérez que la personne, voyant qu'elle ne peut pas se garer, qu'elle ne fera pas sa tournée, appelle son chef en disant, bah, écoute, j'ai une nouvelle à t'annoncer, mauvaise, mais je fais ce que tu m'as dit. On ne peut pas livrer parce que je ne peux pas me garer sur une place réservée, je suis obligé de me garer sur la chaussée. Donc, soit on fait de ça une priorité et à ce moment-là, ben, c'est toute l'entreprise face à sa concurrence et c'est toute la productivité de l'entreprise qui va se retrouver en difficulté. Est-ce que ça va être valorisé? On parle souvent de la valorisation de la parole hein, pour l'expression des problèmes. Est-ce qu'on va dire à tous ces gens qui disent je ne peux pas faire mon boulot parce que je ne peux pas travailler en sécurité sur les consignes qui me sont données, est-ce qu'on va dire c'est formidable, on arrête tout, on revoit l'organisation, on revoit tout? Ou est-ce qu'on va leur dire écoute, fais-le quand même, écoute, il y en a d'autres à côté ben, qui ont réussi à le faire et ça s'est très bien passé, voire même des chefs d'équipe, des managers qui disent moi je l'ai fait avant toi et si tu fais attention, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, parfois, il faut quand même livrer le client parce que sinon on n'a plus de boulot, quoi. Vous voyez, c'est exactement la même histoire que des gens à qui on dit il faut que tu te déconnectes. Et si jamais tu n'arrives pas à te déconnecter, tu m'en parles. Et s'ils ne produisent pas la charge de travail qui est attendue d'eux et que les autres font au détriment de leur santé parce qu'ils s'hyperconnectent eux aussi, celui qui lève le doigt en disant j'ai un problème, c'est souvent lui qui devient le problème, quoi. À qui on va dire bah, il faut que tu t'organises mieux parce que regarde, vous voyez, c'est trop simple en fait de juste dire aux gens il suffit de vous arrêter puis me dire quand ça va pas et pourquoi vous le faites pas. C'est oublier qu'il y a des déterminants à la situation de travail, des déterminants qui sont pas simples à regarder en face, qui sont pas simples à travailler, mais qui sont ceux sur lesquels il faut s'arrêter pour qu'on puisse enfin avoir des organisations qui permettent d'atteindre un équilibre sur la santé physique et mentale digne de ce que tout le monde attend qu'il soit, l'employeur en premier. Hmm. Merci beaucoup, Vincent. Et je pense qu'on va arrêter pour la question. Alors, j'ai vu qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. De toute manière, Vincent est toujours une personne qui est joignable. Sans ça, vous avez toujours la possibilité de nous contacter. Pour les personnes qui sont inscrites sur la partie webinaire, vous avez reçu aussi un mail de notre part. S'il y avait des questions, n'hésitez pas. On peut continuer aussi, enfin, vous pourrez continuer cet échange avec Vincent. On leur fera suivre vos questions. Je pense que Vincent, vous y répondrez certainement bien volontiers. Autant que je Je m'y pourrai, avec engage. plaisir. Je m'y engage pour lui. Bon, alors, tout de suite, on va mettre fin quand même à ce petit webinaire qui a démarré, pardon, avec un tout petit peu de retard avec nos petites questions techniques. Surtout, ce qui est très important, c'est que notez tout de suite le 11 mars, parce que on va avoir un autre sujet avec Vincent Beau qui ne devrait pas être mauvais non plus, qui est à en finir avec le taux de fréquence AT. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Peut-être un mot pour finir, Vincent? Non. Bonne Merci journée. à toutes et à tous. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions, mais vous avez raison, François. Sur mon profil LinkedIn, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, par l'intermédiaire de François, encore mieux. Et des équipes d'InfoRisque. Et au plaisir de se retrouver pour la prochaine fois. Voilà. Et un grand merci. Et puis, bon appétit à tous. Et puis, à très vite. Et n'oubliez pas, toute l'info, elle est sur inforisque.fr. Et on vous attend. Merci. Bonne journée. Au revoir.